Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre au 13h45 au sommaire de cette édition. Des maisons écroulées, arbres déracinés, un mort et des personnes blessées, c'est le bilan de la tornade meurtrière qui s'est abattue sur Nanguessé dans la province du Logone oriental. La population est sous le choc, détail à suivre. Rencontre sportive entre réfugiés et humanitaires à moins de 5 jours de la journée mondiale des réfugiés célébrée chaque 20 juin. Un match de gala opposé au stade de Diguel, une équipe d'humanitaires à celle des réfugiés. Une initiative conjointe de la CENAR et du HCR. Une pluie accompagnée d'une forte tornade a causé d'importants dégâts humains et matériels dans le canton Nanguessé, sous-préfecture de Doba rural. Ce samedi 14 juin, le bilan est lourd. Plusieurs maisons sont écroulées et des personnes touchées. Un incendie qui a suscité de l'inquiétude dans la localité. Au petit matin, les habitants des villages d'Odigui et d'Anmadia se sont réveillés sous le choc. Arbres déracinés, maisons écroulées, bétail emporté. La tornade a surtout fait 7 victimes, 6 blessés âgés de 15 à 20 ans, dont une fille et une jeune femme mortes sur le coup, écrasées par des briques. Les blessés ont été rapidement pris en charge par le centre de santé local. Leur état est jugé stable, selon le personnel soignant. Leur santé n'est pas grave. Et on a fait les soins, ils sont tous rentrés. Donc présentement, je viens de quitter. Je voulais maintenant quitter pour la maison. Les habitants poursuivent les recherches pour établir un bilan définitif et appellent à la solidarité en faveur des sinistrés. Elles sont jeunes, courageuses et surtout déterminées à relever le défi. À Sar, dans le sud du Tchad, 3 jeunes femmes ont décidé de prendre leur avenir en main en brisant les stéréotypes qui entravent leur épanouissement dans leur métier qui est la soudure. Faral Brian est allé à leur rencontre. Suivez son reportage. Casque vissé sur la tête, gants en cuir et lunettes noires. Mais ce qui frappe le plus chez ces 3 jeunes femmes, c'est leur détermination. Dans cet atelier de soudure des Sars, Esther, Madimbaï et Dilmadi ont choisi de faire fondre les préjugés à coups d'étincelles. Je me suis posé la question, est-ce que je peux faire, les femmes peuvent faire la soudure? Et je suis allée dans un atelier et je les ai posé la question aux ceux qui font la soudure, les hommes. Je les ai posé la question et ils m'ont dit les femmes peuvent faire la soudure. Que je me suis inscrite pour faire la soudure. Je veux devenir un formateur pour former les femmes ou bien les filles comme moi. Grâce au projet Jeunesse vers l'emploi durable, elles ont intégré une formation professionnelle. Un choix assumé, loin des sentiers battus et surtout loin des clichés. Le métier soudure, quand une femme fait, les gens disent que voilà, ça, est-ce que c'est le travail d'une femme? Mais aujourd'hui, on a peur. On a peur. Début, on a peur. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais maintenant, aujourd'hui, on a vu là, c'est un travail très simple. Moi, je vais ici de 7h, je travaille jusqu'à 17h, je rentre, je prépare bien pour mes enfants, même mon mari, j'habite bien mes enfants, même le foyer, je fais normalement. Après, le soir, je me repose. Chaque jour, elles prouvent que le courage n'a pas de genre. Et leur ambition est claire. Ouvrir leur propre atelier et transmettre le flambeau à d'autres jeunes filles. En forgeant le métal, elles façonnent aussi leur avenir. Un avenir où les femmes ont toute leur place, même dans les métiers les plus inattendus. À N'Djamena, la saison de pluie est attendue comme une promesse, mais dans certains quartiers comme Gassi, Abena ou Boutal Bagara, elle n'a rien changé. Au contraire, elle laisse planer une nuée malfaisante. La poussière persiste, envahit les rues, les maisons et menace la santé des habitants. Reportage sur un quotidien où respirer proprement relève de l'exploit. Aimé Dolinassou. Une fois la nuit tombée sur l'axe des Gassi, ce n'est plus la magie qui opère, mais la poussière. Invisible le jour, elle a soulevé chaque soir par toutes sortes d'engins. Les habitants de Gassi, Abena ou Boutal Bagar
espéraient que les premières pluies changeraient la donne. Mais c'est tout le contraire. Respirer un air sain ou arriver propre à sa destination tient désormais du miracle. Vu les états de la route, les gens sont obligés de faire le goudron. Et ça fait à tel point que ça nous ramène de la poussière, ça nous ramène les bouts sous les goudrons et ça cause de la poussière. Et nous, certains, on sort le matin tout propre et vous me voyez actuellement, je suis vraiment sale. Donc on est vraiment exposé. Une poussière omniprésente qui inquiète aussi les professionnels de santé. La poussière est un facteur déclenchant de l'asthme. Donc cela peut également jouer sur la santé des usagers de cet axe au fait. Et bon, nous pouvons aller jusqu'à des maladies, des pneumopathies qui sont atypiques dues à certaines particules qui sont dans la poussière, parce que la poussière, ça contient un mélange et il y a beaucoup de sources au fait. Il y a d'abord, quand on prend exactement sur l'axe là, il y a les bétails qui passent la nuit et qui font les excréments. Il y a la boue qu'on transporte du quartier des eaux, des caniveaux et tout cela. Donc toutes ces substances qui entrent en contact avec les poumons, qui entrent en contact avec la voie respiratoire, peuvent déclencher des affectations à tout moment. En attendant des solutions durables, les habitants respirent au prix de leur santé. À quelques jours de la journée mondiale des réfugiés célébrée chaque 20 juin, un match de gala a opposé ce samedi 14 juin au stade de Diguel une équipe d'humanitaires à celle des réfugiés. Une initiative conjointe de la Sénat et du HCR pour promouvoir la solidarité et l'intégration à travers le sport. Le reportage de Djekoredom Armel et Abakar Lambert. Sous un soleil éclatant, Merlin Jérôme, représentant adjoint du HCR, donne le coup d'envoi de cette rencontre symbolique au stade de Diguel. À la 6e minute, les réfugiés ouvrent le score, déclenchant une vague d'enthousiasme dans les tribunes. Plus qu'un simple match, c'est un message fort de cohésion et d'unité qui se joue sur le terrain. C'est un match qui est disputé entre l'équipe des acteurs humanitaires, l'ensemble des acteurs humanitaires et celle des réfugiés. Donc c'est un match de brassage qui permet avant tout de manifester notre solidarité envers les réfugiés et aussi de promouvoir le bien-être. Ici au Tchad, c'est d'autant plus important que, bien sûr, le Tchad a une immense politique et tradition d'asile depuis plus de 25 ans, en accueillant généreusement des réfugiés sur son territoire depuis maintenant plus de 25 ans, notamment des réfugiés centrafricains, nigérians et tout particulièrement aussi soudanais. Pour les réfugiés, ce moment est aussi l'occasion d'exprimer leur reconnaissance envers le Tchad, pays d'accueil. Tous les Tchadiens, je remercie beaucoup de leur hospitalité, ce qui nous a accueillis, rester dans ce beau pays. Je pense que je les remercie beaucoup. On n'a rien à leur donner, mais on leur dit merci. Que Dieu le bénisse, Dieu les garde, parce que vraiment, ce qu'on nous a fait, je ne sais pas comment expliquer, le mot me manque. Après un match disputé, les humanitaires l'emportent au tir au but sur le score serré de 5-4. Mais au final, ce n'est ni la victoire ni la défaite qui compte, c'est la fraternité qui l'a emporté. Les principales nouvelles de l'actualité internationale vous sont présentées par Aimé Dolinassou. Depuis dimanche, des initiatives locales sont mises en place pour obtenir la libération de plusieurs dizaines de civils enlevés depuis avril 2024 dans la région de Mopti. Un haut fonctionnaire malien, avec l'aide des chefs de village, mène les négociations. Les djihadistes contrôlent la région et les civils enlevés, certains accusés d'informer l'armée, ont été capturés alors qu'ils circulaient en bus. Les négociateurs espèrent avancer en limitant les communications publiques. Autre chose, la GECAMIN, la compagnie minière d'État de la RDC, est critiquée dans un rapport parlementaire pour sa gestion désastreuse et opaque. Remis le 9 juin, ce document souligne une gouvernance calamiteuse avec un mépris des obligations sociales et des décisions irrationnelles entraînant une perte de plus de 47 millions de dollars en 2024. La direction est accusée de fonctionner sans vision claire et d'avoir investi 125 millions de dollars dans une minoterie et 43 millions dans la réhabilitation de tours, des projets sans lien avec son activité principale. Pour finir, les habitants d'Antananarivo subissent des délestages d'électricité de plus de 12 heures par jour, provoquant des manifestations. Ces coupures sont dues à une saison de pluie plus forte, réduisant l'efficacité des centrales hydroélectriques à 50%. Le ministre de l'Énergie, Olivier Jean-Baptiste,
indique également que le réseau électrique est saturé. Pour y remédier, le gouvernement prévoit une nouvelle centrale thermique de 105 000 watts à Mboina Mambola et l'accélération de la mise en place des parcs solaires. L'objectif est de réduire les délestages et d'augmenter la capacité électrique de Madagascar à 2000-2500 MW avec 70 à 80% d'énergie renouvelable. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur notre antenne.